Vous écoutez Mademoiselle Fifi, nouveau conte. Un livre écrit par Guy de Maupassant et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Mademoiselle Fifi. Le major, commandant prussien, comte de Farlsberg, achevait de lire son courrier, le dos au fond d'un grand fauteuil de tapisserie et ses pieds bottés sur le marbre élégant de la cheminée où ses éperons, depuis 3 mois qu'il occupait le château du Ville, avaient tracé 2 trous profonds, fouillés un peu plus tous les jours. Une tasse de café fumait sur un guéridon de marqueterie maculé par les liqueurs, brûlé par les cigares, entaillé par le canif de l'officier conquérant qui, parfois, s'arrêtant d'aiguiser un crayon, traçait sur le meuble gracieux des chiffres ou des dessins, à la fantaisie de son rêve nonchalant. Quand il eut achevé ses lettres et parcouru les journaux allemands que son vague maître venait de lui apporter, il se leva, et après avoir jeté au feu 3 ou 4 énormes morceaux de bois vert, car ces messieurs abattaient peu à peu le parc pour se chauffer, il s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait à flots, une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse, une pluie en biais, épaisse comme un rideau, formant une sorte de mur à raies obliques, une pluie cinglante, éclaboussante, noyant tout, une vraie pluie des environs de Rouen, ce pot de chambre de la France. L'officier regarda longtemps les pelouses inondées et là-bas l'andelle gonflée qui débordait, et il tambourinait contre la vitre une valse du Rhin quand un bruit le fit se retourner. C'était son second, le baron de Kelvingstein, ayant le grade équivalent à celui de capitaine. Le major était un géant, large d'épaules, orné d'une longue barbe en éventail formant nappe sur sa poitrine. Et toute sa grande personne solennelle éveillait l'idée d'un paon militaire, un paon qui aurait porté sa queue déployée à son menton. Il avait des yeux bleus, froids et doux, une joue fendue d'un coup de sabre dans la guerre d'Autriche, et on le disait brave homme autant que brave officier. Le capitaine, un petit rougeau à gros ventre, sanglé de force, portait presque ras son poil ardent, dont les fils de feu auraient fait croire, quand il se trouvait sous certains reflets, sa figure frottée de phosphore. 2 dents perdues dans une nuit de noces, sans qu'il se rappelât au juste comment, lui faisaient cracher des paroles épaisses qu'on n'entendait pas toujours, et il était chauve du sommet du crâne seulement, tonsuré comme un moine, avec une toison de petits cheveux frisés, dorés et luisants, autour de ce cerceau de chair nue. Le commandant lui serra la main, et il avala d'un trait sa tasse de café, la 6e depuis le matin, en écoutant le rapport de son subordonné sur les incidents survenus dans le service. Puis tous deux se rapprochèrent de la fenêtre en déclarant que ce n'était pas gai. Le major, homme tranquille, marié chez lui, s'accommodait de tout, mais le baron capitaine, viveur tenace, coureur de bouges, forcené trousseur de filles, rageait d'être enfermé depuis 3 mois dans la chasteté obligatoire de ce poste perdu. Comme on grattait à la porte, le commandant cria d'ouvrir, et un homme, un de leurs soldats automates, apparut dans l'ouverture, disant par sa seule présence que le déjeuner était prêt. Dans la salle, ils trouvèrent les 3 officiers de moindre grade. Un lieutenant, Otto de Grosling, 2 sous-lieutenants, Fritz Schönaubourg et le marquis Wilhelm d'Eyrick, un tout petit blondin fier et brutal avec les hommes, dur aux vaincus et violent comme une arme à feu. Depuis son entrée en France, ses camarades ne l'appelaient plus que Mademoiselle Fifi. Ce surnom lui venait de sa tournure coquette, de sa taille fine qu'on aurait dit tenue en un corset, de sa figure pâle où sa naissante moustache apparaissait à peine, et aussi de l'habitude qu'il avait prise pour exprimer son souverain mépris des êtres et des choses, d'employer à tout moment la locution française « fi, fi donc », qu'il prononçait avec un léger sifflement. La salle à manger du château du Ville était une longue et royale pièce dont les glaces de cristal ancien, étoilées de balles, et les hautes tapisseries des Flandres, tailladées à coups de sabre et pendantes par endroits, disaient les occupations de Mademoiselle Fifi en ses heures de désœuvrement. Sur les murs,
3 portraits de famille, un guerrier vêtu de fer, un cardinal et un président, fumaient de longues pipes de porcelaine, tandis qu'en son cadre dédoré par les ans, une noble dame à poitrine serrée montrait d'un air arrogant une énorme paire de moustaches faites au charbon. Et le déjeuner des officiers s'écoula presque en silence dans cette pièce mutilée, assombrie par l'averse, attristante par son aspect vaincu, et dont le vieux parquet de chêne était devenu solide comme un sol de cabaret. À l'heure du tabac, quand ils commencèrent à boire, ayant fini de manger, ils se mirent, de même que chaque jour, à parler de leur ennui. Les bouteilles de cognac et de liqueur passaient de main en main, et tous, renversés sur leurs chaises, absorbaient à petits coups répétés, en gardant au coin de la bouche le long tuyau courbé que terminait l'œuf de faïence, toujours peinturluré comme pour séduire des Hottentots. Dès que leur verre était vide, ils le remplissaient avec un geste de lassitude résignée. Mais mademoiselle Fifi cassait à tout moment le sien, et un soldat immédiatement lui en présentait un autre. Un brouillard de fumée âcre les noyait, et ils semblaient s'enfoncer dans une ivresse endormie et triste, dans cette saoulerie morne des gens qui n'ont rien à faire. Mais le baron, soudain, se redressa. Une révolte le secouait, il jura « Nom de Dieu, ça ne peut pas durer, il faut inventer quelque chose à la fin ». Ensemble, le lieutenant Otto et le sous-lieutenant Fritz, 2 Allemands doués éminemment de physionomies allemandes, lourdes et graves, répondirent « Quoi, mon capitaine ?» Il réfléchit quelques secondes, puis reprit « Quoi ? Eh bien, il faut organiser une fête, si le commandant le permet. » Le major quitta sa pipe. « Quelle fête, capitaine ?» Le baron s'approcha. « Je me charge de tout, mon commandant. J'enverrai à Rouen le devoir, qui nous ramènera des dames. Je sais où les prendre. On préparera ici un souper. Rien ne manque d'ailleurs, et au moins, nous passerons une bonne soirée. » Le comte de Falsberg haussa les épaules en souriant. « Vous êtes fou, mon ami. » Mais tous les officiers s'étaient levés, entouraient leur chef, le suppliaient. « Laissez faire le capitaine, mon commandant. C'est si triste ici. » À la fin, le major céda. « Soit, dit-il. » Et aussitôt le baron fit appeler le devoir. C'était un vieux sous-officier qu'on n'avait jamais vu rire, mais qui accomplissait fanatiquement tous les ordres de ses chefs, quels qu'ils fussent. Debout, avec sa figure impassible, il reçut les instructions du baron, puis il sortit. Et 5 minutes plus tard, une grande voiture du train militaire, couverte d'une bâche de meunier tendue en dôme, détalait sous la pluie acharnée, au galop de 4 chevaux. Aussitôt un frisson de réveil sembla courir dans les esprits, les poses alanguies se redressèrent, les visages s'animèrent, et on se mit à causer. Bien que l'averse continuât avec autant de furie, le major affirma qu'il faisait moins sombre, et le lieutenant Otto annonçait avec conviction que le ciel allait s'éclaircir. Mademoiselle Fifi elle-même ne semblait pas tenir en place. Elle se levait, se rasseyait. Son œil clair et dur cherchait quelque chose à briser. Soudain, fixant la dame aux moustaches, le jeune blondin tira son revolver. « Tu ne verras pas cela, toi, » dit-il. Et sans quitter son siège, il visa. 2 balles successivement crevèrent les 2 yeux du portrait. Puis il s'écria « Faisons la mine !» Et brusquement les conversations s'interrompirent, comme si un intérêt puissant et nouveau se fût emparé de tout le monde. La mine, c'était son invention, sa manière de détruire, son amusement préféré. En quittant son château, le propriétaire légitime, le comte Fernand d'Amouy-Duville, n'avait eu le temps de rien emporter ni de rien cacher, sauf l'argenterie enfouie dans le trou d'un mur. Or, comme il était fort riche et magnifique, son grand salon, dont la porte ouvrait dans la salle à manger, présentait, avant la fuite précipitée du maître, l'aspect d'une galerie de musée. Aux murailles pendaient des toiles, des dessins et des aquarelles de prix, tandis que sur les meubles, les étagères et dans les vitrines élégantes, 1000 bibelots, des potiches, des statuettes, des bonshommes de Saxe et des magots de Chine, des ivoires anciens et des verres de Venise peuplaient le vaste appartement de leurs foules précieuses et bizarres.
Il n'en restait guère maintenant. Non qu'on les eût pillés, le major-comte de Farlsberg ne l'aurait point permis. Mais mademoiselle Fifi, de temps en temps, faisait la mine. Et tous les officiers, ce jour-là, s'amusaient vraiment pendant 5 minutes. Le petit marquis alla chercher dans le salon ce qu'il lui fallait. Il rapporta une toute mignonne théière de Chine famille rose qu'il emplit de poudre à canon et, par le bec, il introduisit délicatement un long morceau d'amadou, l'alluma et courut reporter cette machine infernale dans l'appartement voisin. Puis il revint bien vite en fermant la porte. Tous les Allemands attendaient, debout, avec la figure souriante d'une curiosité enfantine, et dès que l'explosion eut secoué le château, ils se précipitèrent ensemble. Mademoiselle Fifi, entrée la première, battait des mains avec délire devant une Vénus de terre cuite dont la tête avait enfin sauté, et chacun ramassa des morceaux de porcelaine, s'étonnant aux dentelures étranges des éclats, examinant les dégâts nouveaux, contestant certains ravages comme produits par l'explosion précédente, et le major considérait d'un air paternel le vaste salon bouleversé par cette mitraille à la Néron et sablé de débris d'objets d'art. Il en sortit le premier, en déclarant avec bonhomie « Ça a bien réussi cette fois ». Mais une telle trompe de fumée était entrée dans la salle à manger, se mêlant à celle du tabac qu'on ne pouvait plus respirer. Le commandant ouvrit la fenêtre, et tous les officiers, revenus pour boire un dernier verre de cognac, s'en approchèrent. L'air humide s'engouffra dans la pièce, apportant une sorte de poussière d'eau qui poudrait les barbes et une odeur d'inondation. Il regardait les grands arbres accablés sous l'averse, la large vallée embrumée par ce dégorgement des nuages sombres et bas, et tout au loin, le clocher de l'église dressé comme une pointe grise dans la pluie battante. Depuis leur arrivée, il n'avait plus sonné. C'était du reste la seule résistance que les envahisseurs eussent rencontrée aux environs, celle du clocher. Le curé ne s'était nullement refusé à recevoir et à nourrir des soldats prussiens. Il avait même plusieurs fois accepté de boire une bouteille de bière ou de Bordeaux avec le commandant ennemi, qu'il employait souvent comme intermédiaire bienveillant, mais il ne fallait pas lui demander un seul tintement de sa cloche. Il se serait plutôt laissé fusiller. C'était sa manière à lui de protester contre l'invasion, protestation pacifique, protestation du silence, la seule, disait-il, qui convint aux prêtres, hommes de douceur et non de sang. Et tout le monde, à 10 lieues à la ronde, vantait la fermeté, l'héroïsme de l'abbé Chantavoine qui osait affirmer le deuil public, le proclamer par le mutisme obstiné de son Église. Le village entier, enthousiasmé par cette résistance, était prêt à soutenir jusqu'au bout son pasteur, à tout braver, considérant cette protestation tacite comme la sauvegarde de l'honneur national. Il semblait aux paysans qu'ils avaient ainsi mieux mérité de la patrie que Belfort et que Strasbourg, qu'ils avaient donné un exemple équivalent, que le nom du hameau en deviendrait immortel. Et, hormis cela, ils ne refusaient rien aux Prussiens vainqueurs. Le commandant et ses officiers riaient ensemble de ce courage inoffensif. Et comme le pays entier se montrait obligeant et souple à leur égard, ils toléraient volontiers son patriotisme muet. Seul le petit marquis Wilhelm aurait bien voulu forcer la cloche à sonner. Il enrageait de la condescendance politique de son supérieur pour le prêtre, et chaque jour, il suppliait le commandant de le laisser faire, ding-don-don, une seule petite fois, pour rire un peu seulement. Et il demandait cela avec des grâces de chatte, des cajoleries de femme, des douceurs de voix d'une maîtresse affolée par une envie. Mais le commandant ne cédait point, et mademoiselle Fifi, pour se consoler, faisait la mine dans le château d'Uville. Les 5 hommes restèrent là, en tas, quelques minutes, aspirant l'humidité. Le lieutenant Fritz, enfin, prononça en jetant un rire pâteux. « Ces demoiselles Tessitément n'auront pas autant pour leur bromnate. » Là-dessus, on se sépara, chacun allant à son service et le capitaine ayant fort à faire pour les préparatifs du dîner.
Quand ils se retrouvèrent de nouveau à la nuit tombante, ils se mirent à rire en se voyant tous coquets et reluisants comme au jour de grandes revues, pommadés, parfumés, tout frais. Les cheveux du commandant semblaient moins gris que le matin, et le capitaine s'était rasé, ne gardant que sa moustache qui lui mettait une flamme sous le nez. Malgré la pluie, on laissait la fenêtre ouverte, et l'un d'eux parfois allait écouter. À 6h10, le baron signala un lointain roulement. Tous se précipitèrent, et bientôt la grande voiture accourut, avec ses 4 chevaux toujours au galop, crottés jusqu'au dos, fumant et soufflant. Et 5 femmes descendirent sur le perron, 5 belles filles choisies avec soin par un camarade du capitaine à qui le devoir était allé porter une carte de son officier. Elles ne s'étaient point fait prier, sûres d'être bien payées, connaissant d'ailleurs les Prussiens, depuis 3 mois qu'elles en tâtaient, et prenant leur parti des hommes comme des choses. « C'est le métier qui veut ça », se disait-elle en route, pour répondre sans doute à quelques picotements secrets d'un reste de conscience. Et tout de suite, on entra dans la salle à manger. Illuminée, elle semblait plus lugubre encore en son délabrement piteux, et la table couverte de viande, de vaisselle riche et d'argenterie retrouvée dans le mur où l'avait caché le propriétaire, donnait à ce lieu l'aspect d'une taverne de bandits qui soupent après un pillage. Le capitaine, radieux, s'empara des femmes comme d'une chose familière, les appréciant, les embrassant, les flairant, les évaluant à leur valeur de filles à plaisir. Et comme les 3 jeunes gens voulaient en prendre chacun une, il s'y opposa avec autorité, se réservant de faire le partage en toute justice, suivant les grades, pour ne blesser en rien la hiérarchie. Alors, afin d'éviter toute discussion, toute contestation et tout soupçon de partialité, il les aligna par rang de taille et s'adressant à la plus grande, avec le ton du commandement, « Ton nom ?» Elle répondit en grossissant sa voix, « Pamela ». Alors, il proclama, « Numéro 1, la nommée Pamela adjugée au commandant. » Ayant ensuite embrassé Blondine, la seconde, en signe de propriété, il offrit au lieutenant Otto la grosse Amanda, Eva la tomate au sous-lieutenant Fritz, et la plus petite de toutes, Rachel, une brune toute jeune, à l'œil noir comme une tache d'encre, une juive dont le nez retroussé confirmait la règle qui donne des becs courbes à toute sa race, au plus jeune des officiers, au frêle marquis Willem d'Eyrick. Toutes, d'ailleurs, étaient jolies et grasses, sans physionomie bien distincte, faites à peu près pareilles de tournure et de peau par les pratiques d'amour quotidiennes et la vie commune des maisons publiques. Les 3 jeunes gens prétendaient tout de suite entraîner leurs femmes sous prétexte de leur offrir des brosses et du savon pour se nettoyer. Mais le capitaine s'y opposa sagement, affirmant qu'elles étaient assez propres pour se mettre à table, et que ceux qui montraient voudraient changer en descendant et troubleraient les autres couples. Son expérience l'emporta. Il y eut seulement beaucoup de baisers, des baisers d'attente. Soudain, Rachel suffoqua, toussant aux larmes, et rendant de la fumée par les narines. Le marquis, sous prétexte de l'embrasser, venait de lui souffler un jet de tabac dans la bouche. Elle ne se fâcha point, ne dit pas un mot, mais elle regarda fixement son possesseur avec une colère éveillée tout au fond de son œil noir. On s'assit. Le commandant lui-même semblait enchanté. Il prit à sa droite Pamela, Blondine à sa gauche, et déclara, en dépliant sa serviette, « Vous avez eu là une charmante idée, capitaine. » Les lieutenants Otto et Fritz, polis comme auprès de femmes du monde, intimidaient un peu leurs voisines. Mais le baron de Kelveinstein, lâché dans son vice, rayonnait, lançait des mots grivois, semblait en feu avec sa couronne de cheveux rouges. Il galantisait en français du Rhin, et ses compliments de taverne, expectorés par le trou des 2 dents brisées, arrivaient aux filles au milieu d'une mitraille de salive. Elles ne comprenaient rien du reste, et leur intelligence ne sembla s'éveiller que lorsqu'il cracha des paroles obscènes, des expressions crues, estropiées par son accent. Alors, toutes ensemble, elles commencèrent à rire comme des folles, tombant sur le ventre de leurs voisins, répétant les termes que le baron se mit alors à défigurer à plaisir pour leur faire dire des ordures.
Elles en vomissaient à volonté, saoules aux premières bouteilles de vin, et, redevenant elles, ouvrant la porte aux habitudes, elles embrassaient les moustaches de droite et celles de gauche, pinçaient les bras, poussaient des cris furieux, buvaient dans tous les verres, chantaient des couplets français et des bouts de chansons allemandes appris dans leur rapport quotidien avec l'ennemi. Bientôt les hommes eux-mêmes, grisés par cette chair de femme étalée sous leur nez et sous leurs mains, s'affolèrent, hurlant, brisant la vaisselle, tandis que derrière leur dos, des soldats impassibles les servaient. Le commandant seul gardait de la retenue. Mademoiselle Fifi avait pris Rachel sur ses genoux et, s'animant à froid, tantôt il embrassait follement les frisons d'ébène de son cou, humant par le mince intervalle entre la robe et la peau la douce chaleur de son corps et tout le fumet de sa personne. Tantôt, à travers l'étoffe, il la pinçait avec fureur, la faisant crier, saisie d'une férocité rageuse, travaillée par son besoin de ravage. Souvent aussi, la tenant à plein bras, l'étreignant comme pour la mêler à lui, il appuyait longuement ses lèvres sur la bouche fraîche de la Juive, la baisait à perdre haleine, mais soudain, il la mordit si profondément qu'une traînée de sang descendit sur le menton de la jeune femme et coula dans son corsage. Encore une fois, elle le regarda bien en face et, lavant la plaie, murmura « Ça se paye, cela ». Il se mit à rire, d'un rire dur. « Je payerai, dit-il. » On arrivait au dessert. On versait du champagne. Le commandant se leva, et du même ton qu'il aurait pris pour porter la santé de l'impératrice Augusta, il but « À nos dames ». Et une série de toasts commença, des toasts d'une galanterie de soudards et de pochards, mêlés de plaisanteries obscènes, rendues plus brutales encore par l'ignorance de la langue. Ils se levaient l'un après l'autre, cherchant de l'esprit, s'efforçant d'être drôles, et les femmes, ivres à tomber, les yeux vagues, les lèpres pâteuses, applaudissaient chaque fois éperdument. Le capitaine, voulant sans doute rendre à l'orgie un air galant, leva encore une fois son verre et prononça « À nos victoires sur les cœurs ». Alors le lieutenant Otto, espèce d'ours de la forêt noire, se dressa enflammé, saturé de boisson. Et envahi brusquement de patriotisme alcoolique, il cria « À nos victoires sur la France ». Toutes grises qu'elles étaient, les femmes se turent, et Rachel, frissonnante, se retourna. « Tu sais, j'en connais des Français, devant qui tu ne dirais pas ça. » Mais le petit marquis, la tenant toujours sur ses genoux, se mit à rire, rendu très gai par le vin. « Ah, 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 je n'en ai jamais vu, moi. Sitôt que nous paraissons, ils foutent le camp. » La fille, exaspérée, lui cria dans la figure « Tu mens, salope !» Durant une seconde, il fixa sur elle ses yeux clairs, comme il les fixait sur les tableaux dont il crevait la toile à coups de revolver. Puis, il se mit à rire. « Ah, oui, parlons-en, la belle. Serions-nous ici s'ils étaient braves ?» Et il s'animait. « Nous sommes leurs maîtres, à nous la France. » Elle quitta ses genoux d'une secousse et retomba sur sa chaise. Il se leva, tendit son verre jusqu'au milieu de la table et répéta « À nous la France et les Français, les bois, les champs et les maisons de France. » Les autres, tout à fait soûls, secoués soudain par un enthousiasme militaire, un enthousiasme de brute, saisirent leurs verres en vociférant « Vive la Prusse !» et les vidèrent d'un seul trait. Les filles ne protestaient point, réduites au silence et prises de peur. Rachel elle-même se taisait, impuissante à répondre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.